En Turquie et en Syrie, le nombre de morts continue d'augmenter. Au milieu des débris, les sauveteurs tentent toujours de trouver d'éventuels survivants. L'aide internationale s'organise après les séismes qui ont frappé la Turquie et la Syrie. Des dizaines de nations ont proposé de participer aux efforts de sauvetage. Journée de mobilisation ce mardi en France contre la réforme des retraites qui commence à être débattue au Parlement. En Turquie et en Syrie, le nombre de morts continue d'augmenter. Au milieu des débris, les sauveteurs tentent toujours de retrouver d'éventuels survivants. À Afrin, dans la province syrienne d'Alep, ils ont réussi à dégager une fillette, blessée, choquée, mais vivante. Même scène à Hatay, en Turquie, une fillette retrouvée vivante dans les ruines de sa maison. Ici, à Adiaman, les sauveteurs tentent de déceler les appels à l'aide qui se font entendre dans les décombres de cet immeuble. Malheureusement, la plupart du temps, les sauveteurs arrivent trop tard, ajoutant des noms sur la longue liste des victimes. Des dizaines de nations et d'organisations ont proposé de participer aux efforts de sauvetage dans le sud de la Turquie et le nord de la Syrie, après les tremblements de terre de lundi qui ont déjà fait des milliers de victimes. L'Union européenne a activé son mécanisme de protection. Des équipes issues de 10 États membres ont rapidement été mobilisées. La France a par exemple annoncé l'envoi de près de 170 secouristes et pompiers. Le président russe Vladimir Poutine a également indiqué envoyer des secouristes dans les deux pays après des entretiens avec ses homologues Recep Tayyip Erdogan et Bachar al-Assad. Les États-Unis ont quant à eux déclaré qu'ils étaient engagés à aider les habitants des deux côtés de la frontière turco-syrienne, mais Washington a exclu de traiter directement avec le gouvernement syrien. La Grèce a pour sa part promis de mettre à disposition toutes ses forces pour aider la Turquie par l'intermédiaire de son Premier ministre Kyriakos Mitsotakis, et ce, malgré des tensions diplomatiques entre Athènes et Ankara. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a aussi annoncé aider la Turquie et la Syrie, mais Damas, qui n'entretient pas de relations officielles avec Israël, a démenti. Une quinzaine d'autres pays, dont l'Ukraine, ont également promis de l'aide, alors que les recherches de survivants dans les décombres se poursuivent. Des dizaines de milliers de Français étaient dans la rue ce mardi pour protester contre la réforme des retraites et sa principale mesure, le recul de l'âge de départ à 64 ans. Cette troisième mobilisation coïncide avec l'arrivée du projet de loi à l'Assemblée nationale, dans une ambiance électrique entre majorité et opposition. Le chef de file de la gauche, Jean-Luc Mélenchon, critique le président français. Sauf s'il est devenu vraiment totalement autoritaire. Dans une démocratie, à un moment donné, il faut bien que quelqu'un soit raisonnable. Et c'est forcément lui qui doit le devenir, puisque c'est lui qui a la responsabilité d'avoir créé de toutes pièces ce conflit. La grève touche les secteurs de l'énergie, de l'éducation et des transports, et certains usagers soutiennent le mouvement. On doit se mobiliser quand même. Parce que là, je pense qu'on est dans une crise, ça c'est mondial, c'est même pas la France ou la Suisse ou l'Allemagne, c'est mondial. Après, c'est la période post-Covid, quoi. Donc, vu les conditions aussi, le problème d'énergie, donc on a beaucoup de choses à dire. Toutefois, moins de personnes se sont déclarées grévistes ce mardi par rapport aux deux précédentes mobilisations en raison notamment des vacances scolaires dans plusieurs régions. Les syndicats
appellent à une nouvelle mobilisation le 11 février. 2 militants supplémentaires de Greenpeace sont montés à bord d'un navire transportant une plateforme pétrolière et gazière de Shell vers la mer du Nord. 4 membres de l'ONG de défense de l'environnement s'y trouvent déjà depuis le 31 janvier. Ils entendent dénoncer l'agrandissement d'un champ pétro-gazier de la compagnie en Écosse. Selon l'association, cette action est pacifique et les militants n'ont pas l'intention d'interférer avec l'itinéraire du navire. Arrêtez de forer, commencez à payer, affichaient les militants sur leur banderole. Boeing annonce la suppression d'environ 2000 emplois, des postes de cadres dans ses services financiers et dans les ressources humaines. En début d'année, l'avionneur américain avait annoncé qu'il allait recruter cette année quelques 10 000 personnes, tout en indiquant que certains postes de fonction support seraient supprimés. Objectif, mieux aligner les ressources pour soutenir le développement actuel des produits et de la technologie. Au Pérou, des glissements de terrain ont fait au moins 15 morts, 20 blessés et 2 portés disparus selon un premier bilan des autorités. Les premiers glissements de boue et de rochers sont survenus dimanche en raison des pluies torrentielles qui se sont abattues sur la région d'Arequipa dans le sud du pays. Des centaines de maisons ont été détruites, près de 12 000 sinistrés ont été recensés. Les autorités locales ont demandé au gouvernement de déclarer l'état d'urgence pour catastrophe naturelle. Nous sommes à Tcheliabinsk, dans le centre de la Russie. Sur ce marché, on vend des produits périmés, nettement moins chers et donc beaucoup plus abordables pour ses clients, surtout des retraités. 13 500 мне хватает. 8 из них плачу за квартиру. И хватает на все. На все хватает. Ну, шутку, конечно. Les sanctions internationales qui affectent l'économie russe ont amplifié la hausse des prix. Certains produits ont vu leur prix multiplié par 2, inaccessibles pour les ménages modestes. D'où l'affluence dans ces marchés de produits périmés. Les médecins précisent que la date de péremption peut être dépassée de quelques jours sans que cela pose problème, sauf pour certains produits comme la viande, où le consommateur peut parfois s'exposer à un risque d'intoxication alimentaire. La dernière exposition du Musée national du Danemark se consacre aux découvertes des détectoristes, ces passionnés d'histoire équipés de détecteurs de métaux. L'exposition a été rendue possible par une loi danoise qui oblige les chasseurs de trésors amateurs à remettre leurs découvertes au musée moyennant rémunération. It's unique for Denmark that we do have this sort of, it's a system based on trust, and it was because when the metal detector sort of came in the 80s, there were some very far-sighted museum people who said, we need to work with these people, we need to make sure that they are absorbed into the local museums, and so that we educate them and they become more interested in history and not in treasure hunting as such, that it's the knowledge that drives this interest. Hjelte Mølgaard, 22 ans, est détectoriste depuis l'enfance. Il est maintenant étudiant en archéologie. L'une de ses découvertes est présentée dans l'exposition, un anneau médiéval en or sur lequel figure le visage de Jésus-Christ. I have always loved history. It started with the Second World War, the First World War, Titanic actually, and then suddenly I really became interested to the prehistory, yeah, the metal detector was just the perfect choice to dive down in that interest. La pièce maîtresse de l'exposition, un trésor viking de plus d'1 kilogramme d'or, était enterré depuis près de 1500 ans. L'exposition La chasse à l'histoire du Danemark se tiendra jusqu'au 4 février 2024. Sur les bords du Grand Canal à Venise, le Palazzo Vendramin Grimani est l'écrin de la Fondazione dell'Albero d'Oro qui accueille des artistes venus du monde entier qui s'inspirent de Venise. Depuis le 4 février, ce sont les photos de Nikos Aliagas qui habillent les murs du palais. Des regards vénitiens que le journaliste franco-grec a su aller chercher loin des clichés de la Sérénissime. L'âme de Venise, ce sont ceux qui habitent à Venise, ceux qui ne cherchent pas ni la célébrité, ni à être photographiés par les touristes. L'artisan, le barbier,
l'épicier, celui qui travaille le bois, celui qui restaure les œuvres. Ce sont ces gens-là qui m'ont accepté dans une sorte de dialogue photographique, parfois silencieux, mais ce sont ces gens-là qui pour moi sont les regards vénitiens. C'est une ville qui t'observe aussi et qui te laisse te perdre. Nikos Aliagas a fait plusieurs séjours à Venise pour se plonger dans le quartier San Polo et se mêler avec la population locale, souvent invisible aux touristes. Certains habitants du quartier qu'il a photographié étaient présents au vernissage pour voir leur mise en cadre et en lumière. Moi j'aime bien derrière le cadre, alors que mon métier principal, en tous les cas ces 30 dernières années, c'était plutôt devant le cadre. Mais cela ne m'empêchait pas aussi d'observer le monde depuis mes débuts. Je suis un témoin, comme dirait Sabine Weiss, quand même immense photographe, un modeste témoignage d'un fils d'immigrés grecs né en France, amoureux de l'Europe, et qui essaie de construire des ponts comme ça pour raconter des petites histoires. Si un jour quelqu'un s'en souvient, une personne, il dit lui c'était mon grand-père. Et regardez comment il était habillé en 2022. Ça veut dire que j'aurais réussi quelque chose. Les 150 photos de l'exposition Regards vénitiens sont à découvrir au palais Vendramin Grimani de Venise jusqu'au 2 avril.